Aujourd'hui, on va écouter un petit témoignage sur Combini. Donc, c'est un média d'extrême méga giga ultra gauche. Donc, pour me protéger des droits d'auteur, je vais mettre le plus gros filtre anti-droits d'auteur possible, d'accord? On ne sait jamais. Et c'est Cro-Blanc qui partage toutes les ethnies. Deux points. Je vais travailler dur et réussir. Les Africains. Ouin, 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 raciste, ouin, sniff, ouin, ouin, gneu, gneu, ouin. Et du coup, on va écouter ça. Donc cette femme va nous parler de la charge raciale. Donc c'est en référence aux féministes qui parlent de charge mentale et qui disent que la vie d'une femme c'est trop dur et qu'elles ont une charge mentale difficile au quotidien, etc., que c'est insupportable. Et elle va parler de charge raciale. Donc la charge raciale, c'est de dire que le système est tellement violent avec eux quotidiennement que leur vie est insupportable et qu'ils font avec, etc. D'accord? La charge raciale, si on devait résumer, c'est le poids qu'on porte dans une société majoritairement blanche en tant que personne racisée. Quand je vois C'est marrant parce que les Asiatiques, ils ont pas de problème en fait. Ils s'intègrent très bien, ils ne tuent personne, ils ont pas de charge, je sais pas quoi. Ils réussissent dans leur vie, ils font des bonnes études. Pourtant, tu es d'accord que un Asiatique est une personne racisée. Ou alors, faut me dire que les racisés, c'est seulement ceux qui viennent d'un certain continent. Ça serait bizarre quand même. ce silence autour de la charge raciale, je veux investir ce silence, je veux poser des questions et je veux déranger justement. Alors, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai quitté mon travail pour me lancer sur YouTube, j'ai fait la réunion obligatoire de Pôle emploi. Et on était, je crois, 6, 7. Et on devait témoigner de notre parcours et montrer notre CV pour voir les problèmes ou non qu'il y avait sur notre CV, pour voir comment l'améliorer. Sachant que moi, j'étais là, mais par obligation. Mais si vous voulez, moi, j'avais pas de problème pour trouver un travail, mais c'était une réunion obligatoire. C'est limite moi qui expliquais des trucs, du coup, à celle qui faisait la réunion. Mais bref. Et à un moment donné, voilà, on parlait du CV. Et il y a la femme à côté de moi, à ma droite, qui est noire, et qui présente son CV. Et qui a dit, bah voilà, il n'y a pas de problème. Pareil, elle est là par obligation, mais il n'y a pas de problème avec son CV. Elle a fait des études, etc. Et tu as la nana du Pôle emploi qui dit, non, vous êtes noir, donc vous pouvez être victime de discrimination, donc vous devez retirer votre photo sur le profil de votre CV, parce que ça peut faire fuir un recruteur qui est raciste et très, très méchant. Et la femme, elle a dit, non, mais j'ai jamais eu de problème. J'ai 35 ans, j'ai des enfants, etc. J'ai jamais eu de problème. Et la nana du Pôle emploi a dit, si, c'est trop dangereux, vous allez être victime de discrimination. Mais c'est insupportable. J'ai pas gueulé parce qu'on était 7 ou 8 autour de la table et je voulais pas faire un scandale. Mais vraiment, j'étais en train de bouillonner, j'étais ouf. Je l'ai dit calmement. Je lui ai dit, mais non, mais c'est pas grave. De toute façon, si le mec il est raciste, et bah, elle a pas envie de travailler avec lui, donc autant qu'elle la recale. Et du coup, la nana, elle a dit, oui, mais non, parce que si c'est que le recruteur, c'est pas les collègues avec qui vous allez travailler, et eux, peut-être qu'ils sont pas méchants, etc. Mais c'était insupportable cette réunion, hein, vraiment. Hein. Bon, on reprend le reportage. charge raciale, elle a, on va dire, trois volets. Une charge qui est historique, qui vient donc du passé esclavagiste, colonial de l'Occident. Une charge On apprend à ces gens-là qui vont très bien à être des victimes alors qu'ils ont aucun problème. On a 20 secondes, elle nous parle d'esclavagisme, etc. Meuf! Ça se voit à ta tronche, t'as quoi, 19 ans? T'as rien vécu! Tu n'as rien vécu, tu ne sais pas ce que c'est l'esclavagisme, et je crois que tes parents non plus ne l'ont pas vécu. Peut-être même que tes grands-parents ne l'ont pas vécu. Tu parles d'une époque qui n'existe plus. Arrête! Mais c'est insupportable, hein. charge qui est, on va dire, institutionnelle face aux institutions que sont la police, le milieu médical, mais aussi les institutions comme la famille et le couple. Et enfin, une charge qui est intrapersonnelle, c'est-à-dire qui est liée à comment on se pense en tant que personne racisée. Et c'est cette charge qui nous oblige, en fait, à être dans une injonction à adopter des stratégies d'adaptation. Dès le plus jeune âge, dès petit, on comprend que notre couleur de peau, la manière dont on est vu par la société, nous renvoie à l'autre, à l'étranger, à la personne qui n'est pas tout à fait d'ici, qui n'est pas tout à fait du territoire français. Et donc, on Alors ça, c'est uniquement si t'es dans un milieu gauchiste, hein. Parce que les gauchistes parlent tout le temps de couleur de peau, de victimisation, toi t'es comme si, t'es gros, t'es mec, t'es gay, t'es trans, t'es machin. Tu vis dans un milieu de droite, on en a rien à foutre. Mais vraiment, hein.
veut appartenir, ce qui est normal, et donc on va copier les codes des majoritaires, la manière de parler, la manière de s'habiller, lisser l'accent, par exemple, si on vient de quartiers populaires, s'habiller d'une certaine manière pour appartenir. Mais en fait, donc ce génie de l'adaptation-là, le fait qu'on sache tous ces codes-là, en fait, ça a un prix. C'est un prix émotionnel, c'est un prix psychique, c'est un prix financier aussi. Mais elle est débile, hein. C'est juste que t'es un bébé, et qu'en tant qu'être humain, l'être humain marche beaucoup par l'apprentissage. C'est pour ça qu'on va à l'école jusqu'à nos 20 ans, jusqu'à la fac, etc. Parce qu'on est un être vivant qui apprend beaucoup. Pendant 20 ans, on apprend. Donc oui, si tu vois un code vestimentaire qui revient, en tant qu'être humain, tu vas le copier par apprentissage. C'est comme un chat. Par exemple, bah, il y avait mon chat qui a fait des bébés. Ça fait longtemps, hein. Quand elle allait dans la litière, bah, le bébé, il a regardé sa maman aller dans la litière. Et à force, bah, le petit bébé, il a fait comme sa maman, il est allé dans la litière. Et l'être humain, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre. On apprend les mathématiques, on apprend les langues, on a plein de choses à apprendre en tant qu'être humain. Et la meuf, elle est choquée. Oh, l'être humain, il apprend. Non mais c'est incroyable, hein. Comment vous voulez être crédible et pris au sérieux quand vous êtes aussi stupide? Et ça nous coûte beaucoup de porter ces masques-là. Donc, en effet, on sait s'adapter, on est des caméléons, mais à quel prix, en fait, le prix émotionnel, le prix physique et le prix psychologique. En fait, là, ce qu'elle dit, c'est que adopter la culture française, c'est insupportable, alors que elle veut vivre dans une culture africaine, elle veut porter des vêtements africains, elle veut parler africain, etc. Et que c'est insupportable pour elle, en tant qu'étrangère, d'adopter la langue française et les coutumes françaises. Et dans ce cas, j'ai une question. Meuf, qu'est-ce que tu fous en France, en fait? Désolé, c'est la dernière vidéo de la journée, là, mais qu'est-ce que tu fous en France? Les Français, je dois parler français. Mais qu'est-ce que tu fous en France? Et aussi le rapport dans l'espace public quand on se confronte à la police, par exemple. Là aussi, il y a quelque chose qui se joue de cette charge raciale. Comment éviter la police? Même moi, en tant que femme, je suis moins contrôlée par la police, mais pourtant, quand je vois un homme noir, un homme racisé se faire arrêter par la police, j'ai mon cœur qui serre, je veux sortir mon téléphone, parce que je me dis, il pourrait y arriver quelque chose. Il pourrait y avoir ce basculement-là. Donc ça, Alors, ce qu'elle précise pas, c'est que le mec deal qu'il a une casquette à l'envers, une chaîne en or, qu'il est tatoué sur les doigts, il y a écrit, je sais pas, N sur ses phalanges, tu sais. Oh là là, c'est une personne de couleur. Non, c'est une racaille. Les policiers ne contrôlent pas les personnes de couleur, ils contrôlent les racailles. Un mec noir avec un costume et chaussures de ville et une mallette ne se fera jamais contrôler. Jamais. Un blanc avec des tatouages, une chaîne en or, une dent en or, avec des tatouages sur la tronche, des scarifications, une casquette à l'envers, un short, un pantalon Adidas, etc. Avec une veste North Face, oui, il va se faire contrôler. Parce que c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de tenue vestimentaire. Ça se voit quand le mec il est coupable. J'ai un pote qui n'est plus gendarme, mais il l'était. Il m'a dit, mais ça se voit à 500 mètres quand le mec il est coupable. Ils ont une façon de se comporter, une façon de marcher, une façon de parler. Ça se voit en fait. c'est une charge aussi en fait qu'on se porte. Le racisme est une affaire de santé publique. En 2020, il y a eu un article qui est sorti, publié par le ministère de la Santé, où on disait qu'il y avait en effet un lien entre la classe sociale, le pays d'origine, et en fait le fait de contracter de manière plus forte le Covid et d'avoir des charges allostatiques. Une charge. Alors là, je vais bien voir cette source qui dit que selon ton pays d'origine, t'es plus affecté par le Covid. Après, peut-être que c'est lié au fait que les Africains font plein de bébés, et que du coup, bah, vu qu'ils sont dans une famille de 7-8 personnes, ils sont amenés à contracter plus le Covid. Et du coup, c'est un effet de foule. Ça n'a rien à voir avec l'origine. Charge allostatique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de cumuler des comorbidités. Et quand on est une personne racisée, en plus de l'accès aux soins qui est parfois difficile, on l'a vu avec Anissa, on l'a vu avec Noémie Musenga qui ont demandé de l'aide parce qu'elles se sentaient mourir, partir, et à qui on a refusé en fait de l'aide et l'urgence médicale. Et ben ça déjà, ça nous confronte à une mort qui est prématurée, mais en plus... Alors ça, c'est insupportable. Je vais devoir la débunk toutes les 3 secondes en fait. Si je tape adieu, il y a pareil une femme qui est blanche, donc on s'en bat les couilles, qui est morte, c'est Josiane.
Adieu Josiane, 66 ans. Elle a pourri dans les couloirs d'un hôpital complètement submergé. Ça arrive à tout le monde parce qu'en fait, on est dans un pays où l'hôpital n'existe plus. D'accord? Enfin, ceux qui croient qu'on a un bon système de santé en France, mais vous êtes dans les étoiles, hein. On a le pays qui a l'un des pires systèmes de santé au monde. Et pareil, il y avait un autre gamin, mais je crois que c'est trop vieux, donc je le retrouve pas. Mais il y a pareil un gamin qui a fait, je sais plus, une hémorragie cérébrale, qui a attendu pendant 10 heures aux urgences, qui est mort. Il est français, il est blanc. C'est juste qu'on a un système de santé qui est catastrophique. Il n'a rien à voir avec les couleurs de peau. Moi, ma femme, c'était il y a quelques mois maintenant, elle avait une migraine. Une migraine. Elle voulait juste qu'on lui file des Doliprane. On est allé, comment ça s'appelle, à SOS médecin. Parce que un médecin généraliste, ça n'existe plus en France, parce qu'ils prennent pas de nouveaux patients. Donc, du coup, absolument personne en France n'a un médecin généraliste, parce que c'est impossible d'en trouver un. Donc on va à SOS médecin. On arrive à 17h. Ah non, ça c'est une autre histoire. Putain, je sais plus, il y a eu 2 fois. Donc je crois que la migraine, elle est arrivée à 17h, elle est ressortie à 1h du matin. Et une autre fois, c'était, elle était à son travail, elle se sentait pas bien, elle est repartie, elle est allée à l'hôpital, aux urgences. Elle est arrivée à 8h30, elle est ressortie à 2h du matin. Le médecin lui a filé des Doliprane. Il lui a dit rentrez chez vous, c'est bon. Ça, c'est le système de santé en France. Du coup, moi-même, quand je suis malade, mais je me soigne tout seul. C'est-à-dire que je vais à la pharmacie, je sais pas, je prends des Doliprane, des trucs. Il y a ma mère qui me refile des huiles essentielles. J'aimerais bien voir un médecin. Mais ça n'existe pas en France. J'ai pas envie de faire 15 heures de queue pour que le médecin me dise tiens, Doliprane. C'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de pays. On a un pays de merde. Faut dire les termes à un moment donné. On est remboursé de rien, on se fait opérer, on paye plein pot. Le dentiste, c'est le dentiste, c'est pas plein pot, c'est tu payes 70%. Les lunettes, tu payes plein pot. Les médecins spécialistes, genre dermato, gynéco et autres trucs du genre, c'est plein pot parce que c'est du hors parcours. On paye tout plein pot, hein. C'est catastrophique. Par contre, les transitions de genre, alors là, c'est remboursé à 100%, d'accord? À 100 000 euros, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, te faire arracher une dent, ça c'est plein pot. Te faire opérer les yeux, c'est plein pot. T'as une gingivite, c'est plein pot. Plus de ça, à cause du stress, cette charge allostatique-là, elle grossit. Et ce qui fait qu'on a des comorbidités, des maladies chroniques, des crises cardiaques prématurées. Et tout ça, en fait, ça fait partie de ce que j'appelle le racisme vicariant. C'est-à-dire que... Alors non, ça s'appelle l'administration française. Bienvenue en France. Je suis d'accord avec toi, c'est très stressant, c'est très compliqué. Mais c'est l'administration française. C'est horrible, mais c'est comme ça. Le fait de vivre, de voir à la télé, de voir que potentiellement une personne de son entourage, son neveu, son oncle, son père pourrait mourir sous les bras de la police, eh ben ça crée un stress. On est en Donc selon elle, juste parce qu'elle est noire, elle croit que demain il y a son oncle qui va se faire fusiller à vue. Mais c'est des demeurés, hein. Mais vraiment, hein. Ou alors elle vit dans une famille de dealers. Mais ça m'étonnerait, parce qu'elle a l'air bien habillée, etc. Elle parle bien. Je pense pas qu'elle vive dans une famille de dealers. Donc elle est complètement ravagée par les idéologies de gauche, hein. Ils croient que quand Marine Le Pen sera au pouvoir, elle va aligner les gens dans la rue et tirer dans le tas. Mais vous êtes complètement malade, hein. hypervigilance. Et quand on parle de stress, on parle évidemment d'un terreau fertile pour les maladies plus ou moins à long terme. Le gaslight racial, en fait, c'est ce qu'on vit. C'est dire que le racisme n'existe plus, qu'on en fait trop, qu'on est une victime, mais qu'en fait, c'est pas très important parce qu'en fait, on est tous égaux, que cette personne ne voit pas les couleurs. On est tous égaux. Donc tous égaux. C'est pas très important parce qu'en C'est tous.tes, c'est de l'écriture inclusive. En fait, on est tous égaux, que cette personne ne voit pas les couleurs. Bref, plein d'arguments comme ça qu'on connaît en fait, nous en tant que personnes racisées. Les personnes en face croient nous dire des choses révolutionnaires, mais c'est une chanson qu'on connaît par cœur. On en parle même parfois du bingo raciste par raciste, quoi. Donc la personne te dit un truc raciste, mais elle va jurer et te faire des équations par A plus B que ce qu'elle dit n'est pas raciste. Donc ça, c'est ça le gaslighting racial. Et en face, soit on a la force et on monte au front et en fait on démontre une fois de plus, en termes pédagogiques, pourquoi, comment c'est raciste, soit on laisse tomber et en fait on ravale et en général ça nous coûte. Pourquoi et comment c'est raciste?
Il n'y a pas de est-ce que c'est raciste. C'est pourquoi et comment. D'accord? On se pose même pas la question de est-ce que j'ai peut-être tort. Surtout que depuis tout à l'heure, elle dit nous, les racisés, nous. Alors non, ça ne concerne que ton ethnie à toi. Les Asiatiques, il n'y a pas de problème d'inclusivité, de charge raciale ou quoi. Tu prends un Anglais, tu prends un Irlandais, il n'y a aucun problème. Il n'y a que ton ethnie à toi précisément qui n'y arrive pas. C'est quand même très curieux. Coûte aussi. Donc la charge mentale qui a été popularisée par donc la dessinatrice Emma a eu un boom. Et je vais pas mentir, moi aussi, évidemment, j'ai compris plein de choses en termes d'injonction du fait d'être une femme, donc d'avoir tout le temps à penser, à anticiper, etc. Sauf que pour la charge raciale, il y a la peur viscérale de mourir. Et c'est ça la charge raciale, c'est d'être La peur viscérale de mourir à tout instant, mais ils sont, mais c'est du délire, hein. Non mais waouh. Alors qui a peur de mourir à tout moment en France? Est-ce que c'est les racisés parce qu'ils sont de la mauvaise couleur de peau? Ou est-ce que c'est un blanc qui se balade dans la rue qui peut se faire poignarder à tout moment parce qu'on lui demande son téléphone, ou de l'argent, ou un truc comme ça? C'est plutôt les Français qui ont une peur viscérale de se faire poignarder à tout moment de leur journée. Pas toi. D'accord? confronté à la mort de manière prématurée. Parce que c'est ce que Audre Lorde disait. Et ces paroles vivent en moi. Nous n'étions pas censés survivre. Et pourtant, on est là. Et c'est pas pour minimiser l'une, mais c'est pour montrer à quel point c'est déséquilibré entre le bruit médiatique que la charge mentale a eu, et en fait la charge raciale que je découvre sous les mots de Maboula Soumaoro en 2018, à quel point... Donc, elle a découvert ces mots. Attends, je vais trouver son nom. C'est blablabla. Elle a découvert ces mots lorsqu'elle a lu le livre de Maboula Soumaoro. Donc, elle a été endoctrinée. On lui a appris à être une victime. On lui aurait rien dit, elle aurait fait sa vie normale, et elle n'aurait pas eu une charge viscérale tous les jours de mourir à tout instant. Non. En fait, on lui aurait rien dit, elle aurait réalisé que sa vie, il n'y avait aucun problème en fait. Soumaoro en 2018, à quel point ce concept-là, il n'y a pas eu tant d'écho. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi ce silence autour? Parce que la France ne veut pas regarder son passé en face, parce que la France pense que c'est déjà dépassé, toute cette question, qu'on est progressiste, qu'on ne va qu'en s'améliorant. Et pourtant, le backlash, le retour de bâton, on le voit avec la loi immigration, on le voit avec les politiques de plus en plus contraignantes au niveau des personnes étrangères, au niveau des personnes qui essaient justement d'avoir une vie digne. On le voit à quel... Et tu sais où elles sont les contraintes aussi? C'est quand tu vois quand il y a un Français qui meurt, par exemple Thomas ou Lola, et que tu essaies de manifester, bah les Français le font de moins en moins parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus, de se faire poignarder, etc., d'être accusés de racisme, de facho, etc. Ça, c'est une vraie peur viscérale. Quand il y a un policier qui tire pas face à un mec qui va tuer plein de gens, il a une peur viscérale parce qu'il sait qu'il va aller en prison s'il sauve des vies. Moi, quand je descends en bas de chez moi et qu'il y a un mec qui me menace de mort, bah je m'écrase parce que j'ai une peur viscérale de me dire que si je réponds, le mec va me poignarder en fait. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on me menace de mort gratuitement, hein. Genre je vais aux courses et le mec, je suis un peu trop près de lui, il veut m'arracher la tête, d'accord? Bah je réponds pas parce que je sais que le mec il va m'arracher la tête si je réponds. Ah ça c'est une peur viscérale quotidienne. Toi ça n'existe pas. Il n'y a aucun policier qui va te tuer gratuitement. Alors qu'un Français, pour le coup, lui, il se fait tuer gratuitement. Et il a peur tous les jours. Et c'est pour ça que le Rassemblement national explose. C'est parce que les Français, eux, ont une vraie peur viscérale concrète. Et que tout le monde s'est déjà fait menacer de mort. Ma mère, à l'époque de Samuel Paty, parce que ma mère est prof, elle avait parlé de Samuel Paty à l'école pour dire naturellement bah, que c'était pas bien de tuer les professeurs. Il y a un élève qui a juré sur le Coran à ma mère qu'il allait la tuer. Ma mère, elle est rentrée en pleurant chez moi. Elle était terrorisée, elle voulait plus travailler. Ça, c'est une peur viscérale, tu vois. De se dire peut-être que je vais aller travailler, mon élève va me poignarder parce que lol, tu vois. Donc je commence à en avoir ras-le-bol que les vraies victimes que sont les Français s'écrasent pendant que les gens qui n'ont aucun problème s'inventent des peurs viscérales qui n'existent pas alors qu'ils n'ont aucun problème dans leur vie. On est dans un pays où ceux qui n'ont pas de problème
s'inventent des problèmes et où ceux qui ont des problèmes font comme si ça n'existait pas parce que ce serait trop dur de lutter contre. C'est insupportable. Le point, c'est pas si ouvert que ça, quoi. Et donc moi, quand je vois ce silence autour de la charge raciale, je veux investir ce silence, je veux poser des questions et je veux déranger justement. L'expérience noire, elle est traumatique. C'est une blessure, mais on n'est pas que ça. Il y a une conception très sociologique de la condition noire, on est conditionné à la souffrance, etc. Mais il y a aussi la noirité, ce que moi j'appelle la noirité. C'est cette force qui nous permet de nous reconnaître, de partir aussi de boulot, de relations qui sont toxiques, qui sont invivables pour nous. C'est le fait de se retrouver aussi communautairement, franchement, j'emploie le mot à dessein, pour lécher nos plaies, pour se guérir, pour faire silence politique aussi, et ensuite venir avec un agenda qui est carré, un agenda politique, médiatique, militant, et après, évidemment, de manière concrète, c'est se donner le droit de ne pas porter toute cette charge, on n'est pas seul à lutter, et ça, pour moi, c'est déjà un mouvement que je vois à travers les réseaux sociaux. On a beau les critiquer, mais en termes de force de frappe, c'est incroyable. C'est la nouvelle génération aussi qui a clairement pas le temps, qui pour elle, c'est même plus une question de lutte, en fait, c'est genre l'évidence que de ne pas accepter le racisme, tous les ismes, le validisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Et donc pour moi ça me donne de la force pour la suite, et j'espère qu'avec ce livre ça va essaimer, ça va faire éclore en fait d'autres études sur la question, d'autres travaux qui vont allier donc le psychologique, les affects et le politique, parce qu'en France on a un peu de mal avec les affects, les émotions, qu'on va enfin prendre au sérieux nos expériences intérieures, et qu'en fait on va faire éclore des révolutions, quoi. Ok. Donc elle a écrit un livre et elle termine sa vidéo par elle va faire la révolution. Elle va faire la révolution contre une menace qui n'existe pas pendant que ceux qui sont vraiment menacés, ils font rien. C'est absolument fantastique. Ok. Je crois que je voulais dire quelque chose mais je sais plus quoi. Je crois que la vidéo fait 20 minutes. Hein. J'ai jamais autant parlé. Mais elle déblatère tellement de conneries à la seconde et la vidéo elle fait 8 minutes. Que réagir à toutes ces conneries ça fait une vidéo de 20 minutes. Ok. On va regarder les commentaires. C'est dingue, pendant des centaines d'années, les arbres ont esclavagé, mais jamais ils n'en parlent. Les barbaresques arabo-musulmans, 1400 ans de torture, d'esclavage, castration envers les subsahariens, entre 15 et 17 millions de victimes. Reportage en 7 parties. Voilà, et ça par contre, ça n'existe pas. C'est que les Européens, hein, les criminels, hein, pas les... D'accord? C'est insupportable. Mais ces gens sont... Ils sortent des livres et tout, mais ils sont incultes au possible. Hein. Incultes au possible. C'est lourd de les écouter, c'est lourd. Et j'espère vraiment qu'avec le Rassemblement National, quand ils seront élus, parce que je pense que c'est inéluctable, j'espère qu'il va y avoir un revirement à 180 degrés de ces idéologies. Et il a dit, oui, les réseaux sociaux, c'est une force de frappe incroyable. Et c'est là tout le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça permet à des demeurés de parler à d'autres demeurés. Et de se dire, eh, mais je suis pas le seul demeuré de ce pays. Et hop, ils parlent entre eux, ils font des groupes et ils parlent entre demeurés. Et ils se confortent dans leur délire de demeurés. C'est le problème des réseaux sociaux, en fait. En fait, je pense qu'il n'y aurait pas de réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu de gauchisme, en fait. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.